première des semeurs d'école, c'est vraiment de fédérer tous les gens qui ont envie de changer quelque chose à l'éducation, de la réinventer, de la faire autrement. Voilà, c'est pour ça que je crois qu'on est tous là ce soir. Et donc je vous invite vraiment à rester échanger après la conférence et à nous poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, je vais vous laisser avec André Stern qui va vous enthousiasmer, j'en suis persuadée. On dirait qu'il y a quelque chose. Bon bah voilà, j'ai un contrat pour ce soir. Bonsoir. Bonsoir, je suis très content d'être ici. Et c'est la première fois que je viens à Quimper. Et je vais commencer par me présenter. Je vais utiliser pour me présenter ce soir une petite phrase que j'avais mise au point il y a très longtemps. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Parce qu'on me posait toujours les mêmes questions. Et je trouvais que de me présenter et de répondre en même temps aux questions, c'était une manière de gagner du temps et de se rencontrer plus directement. Et vous allez voir pour quelles questions étaient posées en général. Donc ça commençait toujours par bonjour, bonsoir. Et je m'appelle André. Je suis un garçon. J'avais à l'époque déjà les cheveux longs. À l'époque, on me prenait pour une fille. Peut-être parce que j'en avais plus. C'est dommage, ça n'arrive plus parce que ça m'amusait beaucoup à l'époque, tout autant que ça amuse Antonin. Alors Antonin, je vous le présente dès à présent, c'est mon fils, et il a 5 ans, un quart, c'est important. Hein. Lui aussi on le prend systématiquement, mais vraiment systématiquement pour une fille, parce qu'il amuse énormément. Moi il y a une autre chose qui m'amuse, je ne sais pas si vous ça va vous amuser, moi ça m'amuse parce que quand on lui dit, et toi mademoiselle, quel âge as-tu? Il dit j'ai 5 ans. Et il dit, mais d'abord, je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Et là, les gens prennent un air dégoûté. Oh, mais je suis vraiment désolé. Ça me rassure que ça vous fasse rire aussi. Et donc, je m'appelle André, je suis un garçon. J'ai 5 ans, ou 4 ans. Je ne mange pas de bonbons et je ne vais pas à l'école. Alors le dernier petit bout de phrase, en général, provoquait une certaine agitation. C'est toujours le cas de nos jours. Mais pour me présenter ce soir, je peux utiliser la même phrase en la modifiant très peu finalement, parce que très peu de choses ont changé depuis, au cours des 40 dernières années. Bonsoir, je m'appelle toujours André, je suis toujours un garçon. Je suis un enfant, j'y tiens beaucoup, de 44 ans entre-temps. Je ne mange toujours pas de bonbons, entre autres choses que je ne mange pas. Et je ne vais toujours pas à l'école. Et en fait, j'aurais presque terminé ma conférence. Et on pourrait presque directement passer aux questions. Vous savez que je l'ai déjà fait. Mais je vais quand même encore vous raconter 2-3 trucs avant de vous passer la parole. J'ai envie de vous parler d'enfants. Mais avant ça, il faut que je signale 2-3 choses. D'abord, tout ce dont je vais parler ce soir n'a en aucun cas et à aucun moment un mérite personnel. Je n'y peux absolument rien. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. Ça ne me rend ni surdoué, ni admirable, ni quoi. La seule chose s'il fallait vraiment admirer quelque chose, ce serait l'attitude de mes parents, il y a 40 ans, 45 ans, quand ils ont pris cette décision, ou bien même auparavant. C'est bien la seule chose, parce que moi, et c'est ça qui m'interpelle et qui me met sur les routes souvent, c'est ce constat que c'est quand même étrange de représenter dans notre paysage actuel une exception. Le fait de ne pas avoir été à l'école fait de moi une exception. Le fait d'avoir grandi comme j'ai grandi fait de moi visiblement une exception, alors que ce que j'ai vécu est quand même ce que l'on peut vivre de plus naturel. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire de se rendre compte que chaque enfant, mis dans des conditions similaires, vivrait des choses très ressemblantes. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est jamais le cas personnel, mais c'est toujours l'enfant, avec une majuscule, c'est toujours ce qu'il y a de tout à fait universel, voire banal dans ça. C'est pour ça que je voulais vous dire que je suis un enfant des plus banals. Un enfant tout à fait commun. Pour vous dire à quel point je suis commun, je ne vois qu'une métaphore, c'est la suivante, c'est que si vous prenez un noyau de mangue, et que vous le mettez dans l'eau, vous attendez quelques jours, vous savez ce qui va se passer, il va y avoir une tige qui pousse, et puis quelques racines,
Et quand cela se produit, il n'y a aucun d'entre nous dans cette salle qui va dire « Oh, ça c'était un noyau de manque surdoué !» C'est la nature du noyau de manque. Il ne peut pas ne pas pousser, comme l'enfant ne peut pas ne pas grandir, il ne peut pas ne pas apprendre, parce qu'il s'agit d'une de nos dispositions spontanées, et je crois que ce dont j'ai le plus envie de vous parler ce soir, c'est de nos dispositions spontanées. Nos dispositions spontanées, c'est notre équipement de base. C'est notre équipement de série. C'est l'équipement avec lequel chacun d'entre nous a été envoyé sur Terre. C'est intéressant de savoir cela, parce qu'il n'y a aucun handicap, ce qu'on appelle c'est très amusant, hein, le handicap est défini par celui qui se met d'un autre côté. Il n'y a aucun handicap, il n'y a aucun... rien en fait qui n'annule cet équipement de base, cette dotation de série dont je vais essayer de vous parler ce soir avant de vous donner la parole ou de vous la rendre. J'appelle ça les dispositions spontanées de l'enfant. Elles sont pas forcément méconnues, mais pour la plupart elles le sont, tout simplement parce qu'on ne connaît plus très bien l'enfant. Les dispositions spontanées de l'enfant, je vais parler de 4. Il n'y a pas de hiérarchie entre ces dispositions, il n'y a pas de chronologie non plus, mais il faut bien commencer par l'une d'entre elles. La première qui me vient à l'esprit, pour vous la présenter, le plus simple, c'est qu'on inverse un peu le jeu, c'est moi qui vais vous poser une question. Quelle est la première chose que fait un enfant dès qu'on le laisse tranquille? On est toujours très unanimes tous là-dessus, on le sait. Et tous les enfants jouent, et ça aussi nous le savons, sans exception. Qu'il y ait la guerre, la misère, la faim, le luxe, je ne sais pas lequel de ces mots est le plus grand, qui les entoure, dès qu'on leur en donne la possibilité, les enfants jouent. Il n'est même pas nécessaire d'avoir des jouets, une demi-pomme de terre pour la faire une semaine durant, ou aucun objet. C'est le penchant le plus impérieux de l'enfant. Ça, on le sait, on l'observe. Je vais vous parler de beaucoup de choses en faisant se rencontrer 2 choses. L'observation quotidienne que chacun d'entre nous peut mener, et la science, qui bien souvent, finalement, se rencontre de manière étonnante. Je vais essayer de le faire ce soir. Moi, j'ai une deuxième question. Je suis sûr que vous le savez, si vous replongez dans vos souvenirs d'enfant, si on ne l'interrompait jamais, l'enfant jouerait toujours. La question est du pourquoi l'interrompre? Pour aller à table. Si c'était pour aller à table, on va en parler si vous voulez. Je vous préviens tout de suite, je vais vous tutoyer tous ce soir, pendant le temps de la conférence, et puis après la conférence, à votre signal, je vous revois tous, c'est promis. Et comme ça, vous verrez ça. Mais alors du coup, vous me tutoyez en retour, c'est plus simple quand même. Donc on aurait tous observé que la nécessité de jouer pour l'enfant est plus forte que la douleur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, si vous avez déjà observé, il y a des choses très poignantes à voir. Les enfants mourants, les enfants hospitalisés dans un état très grave, dès qu'on leur en donne la possibilité, continuent à jouer. J'observe ça chez Antonin, qui se casse la figure en jouant avec son avion parce qu'il n'avait pas vu une grosse branche, qui tombe par terre, qui s'est blessé, qui pleure, et le visage plein de larmes, il ramasse quand même son avion. On le sait tous, on a toujours vu ça, donc on le sait que c'est même donc plus fort que la douleur. Ce penchant pour le jeu est plus fort que la douleur. Et c'est très intéressant, parce que c'est là, par exemple, que la science rejoint l'observation. Imaginez, alors j'ai la chance de travailler avec un neurobiologiste allemand, l'un des plus pointus actuellement, le professeur Hutin. Il s'avère que la neurobiologie, les neurosciences, dont je vous parlerai pas mal aujourd'hui, ont découvert, ou apportent la preuve, qu'il n'y a pas d'outil d'apprentissage plus efficace que le jeu. C'est pas vraiment surprenant, en fait, mais c'est bon à savoir. Je vais le répéter. Il n'y a rien de mieux pour apprendre que de jouer. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi il faudrait se l'écrire en gros. Parce que malgré tout, qu'on le veuille ou non, le jeu, on l'a dégradé, on l'a mis à l'opposé du sérieux. C'est une occupation tout au plus bonne pour le moment de loisir, quand tu as fini de travailler.
Même, on l'a mis catégoriquement à l'opposé de l'apprentissage. Et ça, c'est une super blague. Rappelez-vous, vous regardez les enfants, ou rappelez-vous de vous-même, enfant. Un enfant ne peut absolument pas différencier ces deux activités que sont le jeu et l'apprentissage. Un enfant, ce sont des synonymes. Des synonymes. Jouer et apprendre sont des synonymes. Des notions qu'il ne peut ni différencier ni séparer les unes des autres. Il ne peut pas les différencier non plus du fait de vivre. Alors, sachant que pour l'enfant, jouer et apprendre sont des synonymes, il faut quand même qu'on s'imagine ce que ça signifie quand une personne de référence primaire, en général c'est un parent ou un instituteur, quelqu'un d'important dans la vie de l'enfant, lui dit tout d'un coup qu'il faut qu'il arrête de jouer pour se mettre à apprendre. Arrêter de jouer pour se mettre à apprendre. C'est un peu comme si je te demandais de respirer sans prendre d'air. Alors, au moment où je te le demande, je le souhaite, tu penses de moi que je suis un idiot qui te demande quelque chose d'absurde. C'est ce que j'espère, parce que ce que je te demande est à la fois idiot et absurde. Oui, mais c'est justement et précisément ce qu'aucun enfant ne se permet. À aucun moment, vous verrez un enfant qui remettra en question l'adulte. Vous ne verrez jamais un enfant mettre en doute la parole de l'adulte. Vous ne verrez jamais un enfant penser que c'est l'autre qui a un problème. L'enfant pensera toujours que c'est lui qui a un problème. Parce qu'on lui demande une chose qu'il ne comprend pas. Et lorsque l'enfant pense, ou en vient à devoir penser qu'il a un problème, les neurosciences nous ont montré que ça active dans son cerveau les mêmes réseaux neuronaux que ceux d'une douleur physique intense. Ce sont les mêmes réseaux neuronaux. Alors vous voyez, c'est pas tout à fait anodin, et moi personnellement, je serais le fait d'apprendre, je serais fortement vexé qu'on m'ait mis à l'opposé du ludique. Qu'on m'ait mis, en quelque sorte, à l'opposé de l'agréable. Apprendre, ça ne peut pas être agréable. Ça doit être un travail sérieux, difficile, douloureux. Puis quand tu auras fini, et tes devoirs, etc., s'il reste un peu de temps, tu te mettras à jouer. Donc on a complètement dégradé le jeu, alors qu'il s'avère dorénavant, et que c'est absolument scientifiquement prouvé, il est temps donc de repenser certaines choses, qu'il n'y a pour l'enfant, mais pas seulement d'ailleurs, et c'est là que ça devient particulièrement intéressant, il n'y a pas de meilleur outil d'apprentissage que le jeu. Et regardez comme c'est bien fait, on vient tous sans exception au monde équipés de cet outil-là. Le meilleur des outils, nous l'avons tous, sans exception dans notre équipement, dans notre dotation de base. Ça, c'est la première disposition spontanée de l'enfant. Il y en a une deuxième. Je vais devoir parler de neurobiologie, mais je vais commencer à remplir une partie de mon contrat, j'espère, pour ce soir. Mais je vais peut-être vous servir ce qu'on appelle en allemand du café froid. C'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais quand même, je vais le rappeler. Il faut toujours se souvenir des basiques. Un tout petit peu d'histoire, un tout petit peu de neurobiologie, un peu d'histoire de la neurobiologie. On a cru pendant des siècles, on a propagé la conviction que notre cerveau était génétiquement programmé. Que les gènes faisaient notre cerveau et qu'on venait au monde génétiquement programmé comme une personne intelligente, comme une personne bête. Alors c'était très pratique parce que d'abord on se tenait ensuite toute sa vie à la catégorie choisie par les gènes, et ensuite parce que qui dit génétique dit atavique, donc des parents appartenant à l'une des catégories produisaient des enfants qui appartenaient à la même catégorie, et c'était très pratique. On a constitué tout un ordre du monde reposant sur cette idée qui est un mème. On va parler du mot mème si vous voulez, sur cette idée que nous venons au monde avec un cerveau génétiquement et immuablement programmé. Un mème, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, on en parle peu en France, il y a beaucoup de documentation là-dessus dans les pays germanophones. Le mème si vous allez chercher sa racine étymologique, c'est un gène moral. C'est le code génétique moral de notre société. Ce sont des choses auxquelles nous croyons très très fort, alors que nous ne les avons jamais testées nous-mêmes, et alors qu'en réalité, l'observation de la réalité, bien souvent, nous prouve le contraire. On continue à y croire. C'est un mème, par exemple.